Docteur David Harari, bonjour Boker Tov. Boker Tov, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin sur studiocalita.com pour parler avec nous de ce succès spatial de l'État d'Israël qui a lancé, grâce à un lanceur d'Ariane Space, 2 satellites hier, dont l'un est en collaboration avec la France. Vous allez peut-être nous expliquer de manière un peu plus précise cette coopération entre la France et Israël en matière spatiale, en matière de l'espace. Je rappelle que vous êtes, on va dire, l'un des pères des drones israéliens, si ce n'est le père des drones israéliens. Vous êtes un ingénieur connu et reconnu. Vous avez été l'un des responsables des industries aéronautiques israéliennes et vous êtes aussi, et je pense qu'on peut le dire aussi, l'un des catalyseurs de la coopération franco-israélienne en matière scientifique depuis de nombreuses années. Vous êtes prix d'Israël 2011. Nous voudrions parler donc avec vous de ce... On va commencer par un peu d'historique, si vous permettez, de l'histoire du programme spatial israélien, des lancements de satellites. Comment l'État d'Israël est devenu une des rares nations au monde qui lance ces satellites, qui envoie des satellites dans l'espace? Oui, bon, écoutez, effectivement, on va essayer de faire rapidement cet historique et donner les explications et montrer l'avancement remarquable. Je reconnais, peut-être je suis pas très subjectif, mais pas très objectif. Je pense que Israël a fait un bond en avant dans le domaine de la technologie spatiale qui est remarquable. Remarquez, en ouvrant une parenthèse, c'est la même chose dans d'autres secteurs. Oui. Écoutez, après, vers la fin des années 70, l'État d'Israël, les autorités militaires et scientifiques ont très bien compris qu'il fallait obtenir un peu plus de renseignements. Il faut que je vous rappelle que c'était aussi la même période où l'idée des avions sans pilote s'est développée, où il était nécessaire d'obtenir une information en temps réel et parfois suivre cette information, surtout en temps de paix. Donc, il y a eu un démarrage des activités spatiales en développant d'abord silencieusement toutes les infrastructures nécessaires pour la recherche et l'exploration spatiale. Rien n'existait encore en Israël. Quelques années après, exactement en avril 1983, le ministre israélien des sciences, de la technologie de cette période-là était le professeur Yuval Ne'eman. Professeur Yuval Ne'eman, un scientifique reconnu, un scientifique de renommée mondiale, avait été aussi l'un des participants au développement de toute l'activité de l'énergie atomique en Israël. Et donc, il a, à ce titre de ministre de la Science, il a créé une agence pour coordonner et superviser tous les programmes spatiaux nationaux et donc a annoncé officiellement la création de l'Agence spatiale israélienne. L'acronyme, c'est ISA, ISA. Seulement, il s'est inspiré un petit peu de ce qui se passait dans les autres pays, mais comme le pays quand même est petit, les infrastructures sont limitées, ils ont décidé à cette période-là que les industries aérospatiales israéliennes, qui étaient déjà en plein développement, seraient le maître d'œuvre de toutes les activités spatiales nationales. Donc, en fait, l'agence spatiale est plutôt un bureau de coordination qui gère et qui supervise tous les programmes nationaux israéliens en matière spatiale, mais le maître d'œuvre, c'est-à-dire qui possède tous les laboratoires d'intégration de ces programmes-là sera les industries aérospatiales. Donc des industries que vous connaissez bien, puisque vous avez été un des responsables de ces industries. Au cours des dernières années, comment cela s'est développé? On a assisté au lancement de nombreux satellites, au FEC, et de beaucoup de réussites, un tout petit peu d'échecs aussi également, mais une grande réussite, on peut le dire. Comment Israël s'est imposé, est devenu une nation importante en matière de satellites? Écoutez, d'abord, il faut rappeler que dès 1988, Israël a lancé son premier satellite OFEC avec le lanceur israélien Shavit. Oui. Nous étions
il y a peu de pays au monde qui possèdent toute l'infrastructure depuis le lancement jusqu'à l'opération des activités satellitaires. La majorité des pays qui possèdent des satellites aujourd'hui utilisent des lanceurs dans d'autres pays. En fait, il y a pas plus d'une dizaine de pays qui possèdent justement cette infrastructure. Donc déjà, nous avions démarré avec une infrastructure solide. Deuxième point très important, nous étions les premiers au monde à développer des petits satellites. Et c'était en fait une gageure de l'époque, parce que tout le monde pensait que les satellites devaient être importants, de 3-4 tonnes. Nous avons développé des satellites de 250 kilos. Ça a déjà impressionné la communauté internationale. Et puis en fait, nous avons commencé à développer des relations avec d'autres pays. Et pour plusieurs raisons, c'est pas la peine de les développer, il était très important de les développer avec l'Europe. Aux années 90, au début des années 90. Seulement en Europe, le pays qui gère actuellement la grande activité spatiale européenne, c'est la France. Et là, encore une fois, pour montrer encore l'importance de l'ALIA française, nous avions aux industries aéronautiques, l'un des dirigeants des industries aérospatiales israéliennes était Charlie Attali. Charlie Attali, malheureusement, est décédé, mais c'était l'un des pères du programme spatial français. Et il avait fait son ALIA en 1970. Donc, par ces relations et par la volonté de développer des coopérations internationales, nous avons commencé aux années assez tôt. Nous avons commencé à avoir des contacts avec le CNES et les industries françaises. Voilà, c'est comme ça. Alors, on va se projeter de l'historique à la réalité d'aujourd'hui avec... cette fois, non, ce n'est pas un lanceur israélien, mais c'est un lanceur français. Donc, c'est un Arianespace qui a mis en orbite donc ces deux satellites. Il s'agit d'Obstat 3000 et de Vénus. Ce sont des satellites qui vont avoir une activité. On va parler, si je ne m'abuse, l'un est en coopération avec l'Italie. C'est l'Italie qui a demandé à Israël de lancer ce satellite pour pouvoir bénéficier de certains. C'est un satellite espion, non? Si je ne m'abuse, qui doit servir qui doit permettre à l'Italie de vérifier ce qui se passe un peu en Libye et dans la Méditerranée. Et l'autre, c'est une coopération franco-israélienne? Oui, alors, effectivement, vous avez parfaitement raison de tout ce que vous avez dit, à l'exception d'une petite correction, si je vous me permettez. Le lanceur est européen, mais il est italien. Ah, le lanceur est italien, mais Arianespace, c'est... Arianespace est la compagnie européenne, enfin la compagnie française, mais qui gère tous les lancements de la base de Kourou. Ah, d'accord. Voilà. Mais effectivement, vous avez parfaitement raison. OPSAT, qui a été le premier satellite qui est sorti du lanceur, qui a été mis en orbite, est un satellite qui avait été commandé par le ministère de la Défense israélienne aux industries israéliennes, justement pour leurs besoins personnels. Et en fait, nous ne saurons pas. C'est-à-dire, les industries aérospatiales vont mettre en œuvre le satellite qui a tourné depuis hier, oui. Et dans 2-3 mois à peu près, ils le transmettent en totalité aux autorités italiennes qui l'utiliseront pour leurs propres besoins. Alors, dans le cas précis, par exemple, les Israéliens utilisent aussi les services d'un tel satellite, ou c'est réservé uniquement à l'Italie, par exemple? Non. Nous avons commencé justement, tous les satellites OFEC, oui. sont des satellites nationaux. Oui. Et tous les satellites OFEC sont lancés par un lanceur israélien de la base de Palmachim. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, d'accord. Oui. Alors, OPSAT est une, si vous voulez, c'est une famille de satellites commerciaux
Alors, je voudrais qu'on parle, puisque vous êtes aussi l'un des pionniers, des artisans de la coopération franco-israélienne, de cette coopération aujourd'hui en matière spatiale entre la France et Israël. Comment on peut la situer, même au niveau, on peut l'élargir au niveau de l'ensemble scientifique et technologique? Alors, commençons par la coopération spatiale. Sachez que, en fait, cette coopération est très bonne depuis 1993. En mars 1995, nous avons lancé le premier satellite israélien Amos, commercial, de communication, avec justement un lanceur Ariane de la base de Kourou. Pour la petite histoire, puisque vous avez parlé de la petite histoire, mars 1995, c'est 100 ans après mars 1895, où le capitaine Dreyfus est amené à l'île du Diable. Qui est situé juste à proximité de la Guyane. De la base Kourou, c'est juste à côté. Ouais. J'ai déjà visité ça là-bas. Donc voilà, depuis ce moment-là, nous avons pratiquement sur tous les satellites commerciaux vendus dans le monde par Israël, une partie des composants viennent de l'industrie française ou italienne. L'activité que nous avons avec l'Europe et en particulier l'Italie et la France est une activité solide, remarquable, qui montre justement l'intérêt des deux parties de travailler ensemble. Et en fait, ce satellite Vénus qui a été lancé donc hier est quand même pour Israël une première, pas seulement pour Israël en fait, pour la France aussi, est une première mondiale, parce que c'est le seul satellite qui a été développé uniquement pour pouvoir étudier la Terre et l'influence du climat sur la végétation. C'est la première fois qu'il y aura une cartographie de la végétation de la manière qui sera réalisée. Alors, je lisais là dans un éditorial ou dans un article sur Israël Valley que l'un des responsables du CNES, Jean-Yves Le Gall, qualifiait Israël de grande nation spatiale. Est-ce que véritablement on peut se qualifier de véritable puissance spatiale, Israël, aujourd'hui? Écoutez, Israël a quand même développé des technologies qui n'existaient pas auparavant. D'abord, faire des petits satellites, le monde ne l'avait jamais fait auparavant. Ça, déjà, la technologie du satellite lui-même, de réduire son volume, de réduire son poids au décollage, mais toujours en mettant tout l'équipement nécessaire, était remarquable. Aujourd'hui, maintenant, le monde commence à rentrer. Les microsatellites et les plus petits satellites qui s'appellent les nanosatellites ont démarré en Israël. Les étudiants du Technion créent des nanosatellites aujourd'hui. Aujourd'hui, en Israël, les étudiants, même des lycéens, commencent à créer des nanosatellites. Et vous pensez que c'est l'avenir ? Il y aura l'avenir pour tout, mais il y a des secteurs où Israël est rentré les premiers, comme celui-ci. Le deuxième, par exemple, et c'est un peu pour cela. L'idée de Vénus est arrivée d'une manière remarquable. C'était une conversation que j'étais à ce moment-là responsable de la recherche et développement des industries aérospatiales. Et j'avais une conversation avec le professeur Alain Bensoussan, qui était le président du CNES, et qui était en discussion en Israël pour élargir la coopération. Et c'est lui qui a dit, pourquoi on ne fait pas un satellite ensemble? Alors, l'idée a été acceptée, nous avons démarré, mais il fallait aussi montrer que ce satellite apportait quelque chose. Et en fait, nous avons apporté une technologie qui va être étudiée pendant les missions du satellite Vénus, qui est un moteur à plasma qui était en développement au Technion et chez Raphaël. Et les Français ont été très, très, très intéressés à justement étudier ce développement parce que les moteurs à plasma deviennent aujourd'hui la technologie future pour contrôler les satellites. Donc en fait, Israël a apporté dans ce programme Vénus non seulement un petit satellite, puisque le satellite Vénus ne pèse que 240 kg, mais aussi le moteur à plasma
Et la troisième technologie que nous apportons, c'est la caméra multispectrale. C'est une caméra qui va photographier en 12 canaux spectraux, 12 couleurs différentes. Et l'intégration, l'algorithme d'intégration d'étudier les images vont apporter une résolution qui n'avait jamais été atteinte jusqu'à maintenant. Alors, une dernière question, je ne peux pas, quand on vous entend détailler en fait donc cette richesse de la créativité israélienne en matière spatiale aussi hein, puisque dans d'autres domaines également, je voudrais vous demander, vous qui avez été au cœur donc de ce développement, comment vous expliquez ce qui se passe ici en Israël? C'est-à-dire, comment vous expliquez qu'une petite nation comme l'État d'Israël parvienne à rivaliser avec les grandes puissances en la matière? Écoutez, je ne sais pas si on doit parler de rivalité. Non, oui, oui, mais en tout cas, au niveau des résultats... C'est vrai, mais je crois que, bon, écoutez, mais pas seulement dans ce domaine-là, dans tous les domaines, nous sommes obligés, avec le peu de moyens financiers et le peu de moyens humains. Nous avons un manque de main-d'œuvre, d'ingénieurs, de techniciens. Nous sommes obligés de faire des choses qui nous permettent d'être toujours à l'avant. Eh bien, dans tous les programmes que je connais, et je crois que je connais pas mal de secteurs, nous avons toujours choisi des solutions, nous avons toujours eu des idées assez innovantes, parce que nous ne pouvions pas nous permettre de rentrer dans des secteurs où les autres étaient déjà là avec une infrastructure et une main-d'œuvre beaucoup plus importante. Il nous fallait trouver des moyens qui nous permettent, en fonction de nos propres moyens, de réaliser ce qu'il fallait réaliser. Et ça a réussi. Et ça a réussi. Aujourd'hui, dans le spatial, nous sommes reconnus comme une nation innovante. Nous parlons aujourd'hui de la relation entre les Italiens ou la France et Israël, mais je pourrais parler de la relation avec les Indiens, je pourrais parler avec les Russes, je pourrais parler avec les Américains. Eh bien, docteur David Harari, merci de nous avoir propulsés, on va dire, dans les étoiles pendant ce quart d'heure, pour nous avoir parlé donc de ce succès que représente l'industrie spatiale israélienne, un succès auquel vous avez largement contribué, on peut le dire. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiokalita.com et bonne journée. Shalom. Shalom et merci beaucoup. Voilà, il est 8h30 sur studiokalita.com. Dans quelques instants, vous retrouverez Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire, qui sera consacrée à Laurence Oliphant.